Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau réalisateur. On va parler de Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est un des réalisateurs qui aujourd'hui rapporte le plus d'argent à Hollywood. C'est un des réalisateurs les plus reconnus du moment. Mais alors, est-ce qu'il mérite sa réputation? Est-ce que c'est un si grand réalisateur que ça? Il n'y a pas tant de films à son actif au jour d'aujourd'hui. Nolan est né en 1970. Il a 50 ans donc au moment où je fais cette vidéo. Et il compte une dizaine de films à son actif. Alors, on va faire le tour de ces films, on va voir ce qu'il en est, du début à la fin. On commence tout de suite avec ses courts-métrages et ses débuts donc en tant que réalisateur. Comme je l'ai dit, comme beaucoup de réalisateurs, sa carrière commence donc par plusieurs courts-métrages. Pas tant que ça en fait, puisqu'on le retrouve tout de même comme réalisateur, producteur et scénariste en 89 de Tarantella, ou encore de Larceny en 96, c'est-à-dire bien des années plus tard, où il est aussi réalisateur, producteur et scénariste. Il occupera souvent plusieurs casquettes sur ses films, donc j'en parlerai également. Mais c'est en 97 qu'il se fait vraiment reconnaître une première fois, avec le poste de réalisateur, producteur et scénariste également, mais aussi directeur de la photographie, cadreur et monteur, sur Doodlebug, un court-métrage plutôt intéressant qu'on peut trouver assez facilement, qui dure seulement 3 minutes, qui est en noir et blanc, sans dialogue, mais qui est franchement bien foutu, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dans une petite pièce, qui est armé d'une chaussure et qui va essayer désespérément de poursuivre une chose invisible. Film plutôt sympathique dont vous pouvez voir des images au-dessus et dont le personnage principal est incarné par Jérémy Théobald. Si je le dis, c'est que c'est une raison. On verra ça après. C'est en 1998 que Christopher Nolan, pour la première fois, va avoir le droit de faire un tour dans les salles de cinéma avec son premier film, Following, le suiveur. Following, c'est un petit film qui a été réalisé et écrit par Christopher Nolan. La photo, c'est Christopher Nolan. Le montage, c'est Christopher Nolan. La musique, c'est David Julian. Au casting, on retrouve donc Jérémy Théobald, mais aussi John Nolan, l'oncle de Christopher, ou encore Emma Thomas, qui sera sa femme et qui créera avec lui la société de production Syncopy. Mais Following pose aussi les bases d'une filmographie d'ores et déjà très intéressante. Bill est un homme sans travail qui en fait n'a qu'une chose dans la vie, qui ne fait qu'une chose dans la vie, il suit des gens, pour voir comment ils vivent, pour voir ce qu'ils font. Tout ça sans se faire remarquer. Le jour où il croise Cobb, il va cependant briser une de ses règles et il va retourner le suivre une seconde fois. Celui-ci s'en rend compte et va l'emmener avec lui alors qu'il cambriole des maisons. Tourné en noir et blanc pour un petit budget, 6 000 $ avec des acteurs peu connus et ne durant qu'1h09, Following est surtout un moyen pour le réalisateur de montrer de quoi il est capable étant donné qu'il l'a lui-même écrit. Et au travers du film, il va jouer avec le spectateur jusqu'à le surprendre dans la dernière partie, ce qui deviendra une habitude. Alors certes, le rythme est parfois un peu lent, mais la direction d'acteur et la mise en scène montrent déjà l'étendue du talent du réalisateur. Il est donc tout normal de trouver ce long métrage moins réussi que les suivants, mais il serait dommage de le bouder parce qu'il a de réelles et de nombreuses qualités. D'ailleurs, certaines de ses idées sont reprises dans le film suivant du réalisateur. Et pour l'anecdote, on voit dans le film un poster de Batman, ce qui lui aurait déjà de la suite de la carrière du réalisateur anglais. That's it. I mean, if you've got any questions, then. One or two. Et c'est en 2000 que Christopher Nolan va réellement entrer dans la cour des grands avec le film Memento qui viendra et qui est encore aujourd'hui un de ses films majeurs.
Avec Memento, il est à la réalisation, il est aussi au scénario, mais il s'inspire de la nouvelle Memento Mori, nouvelle écrite par Jonathan Nolan, son frère. À la photographie, il fait appel à Wally Pfister et à la musique à David Julien. Au casting, Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Jr., Stephen Tobolowsky, Callum Kisreni, de jolis noms, sachant qu'à la place de Guy Pearce était initialement prévu Brad Pitt, qui est intéressé par le rôle mais qui n'a pas pu accepter en raison de son emploi du temps. Aaron Eckhart, Alec Baldwin ou Thomas Jane auraient pu jouer également le rôle. À la place de Carrie-Anne Moss, ça aurait pu être Angelina Jolie, Famke Janssen ou Ashley Judd. Bref, pour résumer le film, on y suit Leonard Shelby qui a faim de vengeance. Il faut dire que sa femme a été violée puis tuée devant ses yeux. Depuis cette agression, il est touché d'un syndrome rare, la perte de la mémoire immédiate. C'est-à-dire qu'il se souvient de tout ce qui a eu lieu avant l'agression, mais après, il n'a qu'une mémoire que sur quelques petites minutes. Malgré ça, il va mener l'enquête tant bien que mal. Memento, c'est un sommet du genre grâce à une mise en scène ingénieuse, car si le héros souffre de troubles de mémoire, c'est pas le cas du spectateur. Il faut donc que celui-ci se retrouve dans la même situation que le héros. Pour cela, le film se déroule en deux parties. L'une est faite de petites séquences en noir et blanc qui se suivent et qui s'intercalent entre des séquences en couleur qui remontent de minute en minute. Le résultat fonctionne à merveille, les deux parties se rejoignant à la fin du film et permettant d'avoir une vision globale de la réalité, de l'atroce réalité. En cela, il faut souligner l'inutilité d'un bonus qui consiste à revoir le film dans l'ordre chronologique, ressorti d'ailleurs récemment. Ça détruit totalement le travail du réalisateur et ça n'a aucun sens. Emmené par un casting parfait de bout en bout, la performance de Guy Pearce est remarquable. Le film obtiendra un succès certain qui poussera le réalisateur à postuler pour la réalisation d'un film très attendu, le reboot de Batman. Mais pour lui, ce sera pas si simple malgré la qualité de ce premier effort, ou de ce premier véritable film pensé et vu pour le cinéma, qui a été largement diffusé, apprécié et qui est tout simplement un des sommets dans son genre. J'ai l'impression qu'on veut me faire tuer quelqu'un d'autre. On peut toujours tout remettre en question, on n'est jamais sûr de rien. Il y a certaines choses dont on est sûr. Lesquelles? Qui vous a fait ça? Toi? Même si tu te venges, tu ne t'en souviendras pas. Tu ne sauras même pas que c'est fait. Le monde ne cesse pas d'exister parce qu'on ferme les yeux, n'est-ce pas? Un souvenir pour pas t'oublier. Mais Warner, avant de confier Batman à Christopher Nolan, va lui demander de passer un test en réalisant un film dont ils vont lui imposer le casting. L'occasion pour eux de voir s'il est capable de diriger des acteurs plus reconnus. À la réalisation, on retrouve Christopher Nolan. Au scénario, cette fois, ce sera Hilary Seiz, d'après le scénario originel de Nicolas Frobenius et Eric Skjoldberg. C'est une adaptation du film de ce dernier d'ailleurs. À la photographie, on retrouve Wally Pfister et à la musique, David Julien. Le film, ce sera Insomnia. Insomnia, ça raconte l'histoire de l'inspecteur de police Will Dormer qui est pas au mieux de sa forme. Il a la police des polices sur le dos, mais il est tout de même appelé à enquêter sur le meurtre d'une adolescente. Envoyé avec son coéquipier, il va tuer celui-ci lors de la traque du meurtrier de l'adolescente. Erreur ou pas, reste que le tueur l'a vu et compte bien le faire chanter, alors même que Dormer est devenu insomniaque après ce meurtre. Donc le réalisateur a l'habitude, qu'il gardera d'ailleurs, de choisir son casting. Il va devoir ici composer avec celui qu'on lui impose. Dans le rôle du flic, Al Pacino semble tout indiquer, même si son personnage est très différent des autres qu'il a interprétés par avant. Et dans le rôle du méchant du film, on lui impose Robin Williams. On appelle ça mettre des bâtons dans les roues. Non pas que l'acteur soit mauvais, loin de là, mais c'est pas vraiment son genre de prédilection. De plus, les deux acteurs ont des méthodes de préparation très différentes, le détendu Robin Williams devant composer avec un très méthodique Al Pacino. Mais à l'écran, le résultat est fantastique, les deux acteurs rendant chacune de leurs confrontations géniales. Mais le réalisateur n'est pas en reste puisqu'il adapte ici le scénario, creuse un peu plus ses personnages tout en rendant le résultat un poil moins violent et dur que l'original. Plus hollywoodien mais pas moins intéressant car il explore tout aussi profondément le sujet de l'insomnie. D'ailleurs, c'est l'inspecteur Dormer et de la folie qui peut s'en suivre. S'il est parfois un peu long, Insomnia demeure un excellent film possédant quelques scènes dont on se souvient longtemps après le film, du final à la scène des rondins par exemple. It took you 10 minutes to beat Kate Connell to death. No evidence that I killed Kay. You only know it because I told you. Are you doing okay? I mean, you haven't been sleeping much, Detective Dormer. Another night up like this and you're really gonna lose it. Now the game has turned deadlier than he ever imagined. This whole thing you're doing ain't gonna work with me. Move it! Where is she, Finch?
worry, Will. You can sleep when you're dead. La réussite d'Insomnia permet à Christopher Nolan de montrer patte blanche et de pouvoir enfin réaliser son Batman qu'il appellera Batman Begins. Avec l'aide de David Goyer au scénario, ils l'écrivent donc à deux, de Hans Zimmer à la musique, mais aussi de James Newton Howard, et à la photographie toujours de Wally Pfister, et grâce aussi à un casting de haute volée parmi lesquels on croise Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Morgan Freeman, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Ken Watanabe, Mark Boone Jr., bref, de sacrés grands noms. Le voilà qui peut enfin réaliser ce film qu'il attendait tant, retracer la genèse de Batman. Un reboot donc pour la saga qu'il envisage d'emblée comme une trilogie plus sombre que les films précédents. Pourtant, quelques années plus tôt, un premier reboot était déjà mis en chantier par Darren Aronofsky qui devait être derrière la caméra. Mais l'orientation très noire du projet avait largement refroidi la Warner. Contrairement à Aronofsky, Nolan accepte de créer un univers sombre, mais en faisant quelques concessions. De cette manière, le film peut se tourner dans de bonnes conditions. Le réalisateur revient donc sur les débuts de Batman dans son enfance et des passages bien connus, avant de mettre face à lui l'épouvantail, qui sera interprété par Cillian Murphy, qui avait auditionné au départ pour le rôle de Bruce Wayne, et Ra's al Ghul, Liam Neeson donc. Le justicier prend ici une dimension assez inédite et pour une fois Bruce Wayne est tout aussi intéressant. Pour incarner ce dernier, Nolan choisit Christian Bale après avoir envisagé des acteurs aussi différents que Guy Pearce, Jake Gyllenhaal ou encore Ashton Kutcher. L'acteur est excellent dans le rôle et se retrouve accompagné de Katie Holmes, Gary Oldman ou encore du grand Michael Caine, donc Morgan Freeman ou Rutger Hauer. Un film d'ampleur donc pour un projet profondément intime puisque le réalisateur est fan du personnage et qu'il y met tout son cœur. On pourra toujours lui reprocher son côté trop prologue et le choix de Katie Holmes qui livre une performance assez moyenne, mais force est de reconnaître qu'il s'agit d'une belle entrée en matière forte d'enjeux intéressants. Batman se construit en même temps que Bruce Wayne, prend conscience de ses responsabilités vis-à-vis de l'héritage de sa famille et donc de Gotham, et pour cela il a conscience qu'il va devoir s'entourer des bonnes personnes, Alfred bien sûr, mais aussi Lucius Fox ou Jim Gordon. De quoi présenter tout le monde et se préparer à voir cet excellent film, annonçant une suite grandiose. Ici. Alors qu'on pouvait s'attendre à retrouver Christopher Nolan pour la suite de Batman Begins, en 2006, il fait un petit écart et réalise un autre film. Ce sera Le Prestige. Il est à la réalisation, il est aussi au scénario avec son frère Jonathan Nolan d'après le roman de Christopher Priest, qui sera largement modifié pour le film, à la musique David Julian et à la photographie Wally Pfister de nouveau. Au casting, Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, David Bowie, Andy Serkis, Piper Perabo. Bref, encore une fois, de sacrés noms. C'est moins ambitieux que pour Batman, mais au final, ce sera quand même un très très bon film. Le Prestige, c'est le dernier acte d'un tour de magie, celui pendant lequel, par exemple, l'objet ou la personne qui a disparu revient. C'est le moment le plus important, celui à ne pas manquer. Dans le film, Alfred Borden et Robert Angier sont deux collègues magiciens qui travaillent ensemble pour le numéro d'un autre magicien reconnu. Mais si l'un est un acteur de talent, Angier, et sait se mettre en avant, Borden est lui un magicien d'exception mais incapable de faire parler de lui. La rivalité entre les deux explose alors que la petite amie d'Angier meurt. Alors est-ce que Borden est responsable? Et qu'Angier tente bien plus tard de voler le meilleur tour de Borden. Si le casting du film se fait facilement, les acteurs se présentant spontanément auprès du réalisateur, c'est l'écriture du scénario qui prend le plus de temps. En tant que tel, le roman n'est pas adaptable, c'est un roman épistolaire. Le film diffère donc énormément du roman. L'auteur en dira d'ailleurs qu'il est génial, mais très différent de son livre, et que les fans de ce dernier risquent de ne pas l'aimer. Bien des années plus tard, après avoir vu le film, il en dira qu'il est brillant et qu'il regrette de ne pas avoir eu certaines des idées du film. Le film, lui, dure un peu plus de 2 heures, pousse au maximum cette rivalité, plongeant profondément dans la personnalité des personnages pour les utiliser au meilleur. Seul regret, un élément fantastique se glisse dans le film et n'était pas forcément nécessaire. Le livre le possédait également, mais l'intégrait bien mieux à son récit. Ce qui n'empêche pas le film d'être un excellent moment réservant de très belles surprises, et un film qui a tout son sens dans la carrière du réalisateur. Que les magiciens prétendent faire. De la vraie magie. Je sais ce que tu es vraiment. Tu
veux la vérité? Rien n'est impossible. Abracadabra. Assez de secrets. Les secrets sont ma vie. Et là voilà la suite de Batman Begins avec The Dark Knight. The Dark Knight est un film qui aura marqué les esprits. Un film qui sort 4 ans après l'original, il sort en 2008. Un film au casting duquel on retrouve Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, cette fois qui remplace Katie Holmes, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Eric Roberts, Cillian Murphy, Nestor Carbonell, Colin McFarlane, Michael J. White, William Fichtner, Anthony Michael Hall. Bref, de sacrés beaux noms une nouvelle fois qui vont entourer Christopher Nolan pour le scénario de David S. Goyer, à la photographie Wally Pfister et à la musique Hans Zimmer et James Newton Howard. De beaux noms, un film long puisqu'il dure 2h30. Et on va donc revenir sur une bonne partie du film. Batman continue son travail de justicier, mais Bruce Wayne fatigue. Il cherche quelqu'un pour le remplacer, mais une menace plane, celle du Joker, un ennemi redoutable et rongé par la folie. Un terroriste puissant qui pourrait bien détruire Gotham en lui montrant sa propre corruption. Une nouvelle fois, Nolan prouve son amour du personnage et engage un casting de haute volée pour le film. Pourtant, l'annonce de Heath Ledger dans le rôle du Joker, beaucoup se moquent et il ne voit pas atteindre le niveau de Jack Nicholson. Il fera pourtant au moins aussi bien en éclipsant même Christian Bale et l'intégralité d'un casting pourtant excellent. On aurait pu regretter le remplacement de Katie Holmes par Maggie Gyllenhaal, parce que ça rompt la continuité, mais on gagne en qualité. A priori, la raison serait à chercher du côté Tom Cruise qui aurait refusé que Katie Holmes reprenne son rôle. Le reste, c'est un film qui n'ennuie jamais, qui parvient à aligner deux méchants marquants, le Joker mais aussi Double Face, et à rendre la noirceur d'une ville pourrie. Pour autant, il aligne les symboles d'espoir et fait de son justicier un personnage qui se sacrifie pour sa ville, qui assume ses responsabilités et qui fera tout pour sauver tout ce qu'il peut. Il en sort un film qui dépasse de loin son statut de film de super-héros pour devenir une œuvre marquante totalement dans l'esprit des films du cinéaste et qui mérite une place aux côtés des plus grands. Il aura d'ailleurs lancé toute une vague de films de super-héros, sombres et réalistes entre guillemets jusqu'à l'excès. Et quand on devient un précurseur, on est forcément un grand film. Je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Je vous prépare la Batmoto, monsieur. Pas très subtil. La Lamborghini. Beaucoup plus subtil. C'est en 2010 que débarque sur les écrans un film très attendu, de par une bande-annonce qui est déjà en jetée, et de par évidemment la sortie de The Dark Knight. Après le succès monumental aussi bien critique que public de The Dark Knight, Nolan a enfin obtenu le droit de réaliser son grand projet. À ce moment-là, ça fait 10 ans qu'il travaille et affine le script d'Inception. C'est le film qu'il souhaite réaliser par deux surtout, et il fera tout pour maintenir le maximum de secrets autour de celui-ci. Peu de trailers seront diffusés en salle, de courts teasers leur sont préférés, mais ça n'empêchera pas le public de se déplacer en masse pour voir le film qui révélera quelques acteurs au public français. À l'époque, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt ou Ellen Page sont assez méconnus par chez nous. Mais autour d'eux, on trouve Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Dilip Rao, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael Caine évidemment, Lucas Haas ou encore Pete Postlethwaite. Pour l'anecdote, Christian Bale devait aussi faire partie du casting mais a refusé non pour raison artistique mais pour cause de relations tendues avec DiCaprio. En effet, pendant des années, Bale a souvent constitué le second choix derrière DiCaprio et il lui entraînera encore rigueur aujourd'hui. Le pitch, lui, est assez ambitieux. Cobb est un extracteur. Dans le milieu de l'espionnage, il dérobe des informations sensibles dans les rêves de ses cibles. Un jour, il se voit proposer un marché, pratiquer une inception contre la possibilité de retourner enfin chez lui et revoir ses enfants. L'inception, ça consiste à implanter les bases d'une idée dans la tête de quelqu'un, par le biais des rêves, une idée qui va se développer pour prendre forme. Il accepte donc et va tenter de mener son plan à bien. À partir de là, le réalisateur mène un film d'espionnage surprenant dont le premier visionnage s'avère aussi jouissif que les suivants. Très didactique, il perd pas ses spectateurs dans cet univers nouveau pour eux. De plus, la tenue visuelle impeccable de l'œuvre et une direction d'acteur parfaite lui permettent de devenir instantanément un grand film. Traitant d'amour autant que de deuil, le tout au sein d'un film qui comporte ce qu'il faut de réflexion et d'action, il bénéficie d'un dosage presque parfait. Et si l'ambition de l'histoire entraîne un film un peu lent par moments, difficile de lui en vouloir tant on en sort en constatant qu'on a vu un excellent film dont le final aura nourri de nombre de théories. Un film qui a cet effet est forcément un grand film. Il cache quelque chose, on a besoin de savoir ce que c'est. Il faut qu'on s'arrache. Balance-le, vas-y.
faisiez pas partie du plan. Réveille-moi. Réveille-moi. Après l'énorme succès d'Inception, Christopher Nolan est devenu un réalisateur plus que suivi. Et c'est en 2012 qu'il va sortir la fin de sa trilogie avec The Dark Knight Rises. Un film qui dure plus de 2h30, un film mastoc et un film qui aura pourtant déçu pas mal. Si à la photographie on trouve Wally Pfister et la musique Hans Zimmer, le film se paye un casting hallucinant avec Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anna Thaoué, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Morgan Freeman, Matthew Modine, Ben Mendelsohn, Liam Neeson, Cillian Murphy, Juno Temple, Josh Stewart, Nestor Carbonell, de grands noms à qui on peut rajouter John Nolan entre autres, ou aussi Christopher Judge, Desmond Barrington, Wade Williams, Maggie Gyllenhaal par un caméo photo, Aaron Eckhart pour des images d'archives. On a vraiment tous les grands noms. Le film s'annonçait grandiose, et pourtant les soucis vont s'accumuler. Alors au moment de la sortie du film, personne ne prend en compte les difficultés d'un tournage et d'un script qui a dû être entièrement réécrit suite au décès d'Heath Ledger. Parce que oui, le film était déjà presque prêt. Si la possibilité de le remplacer est évoquée, l'héritage est trop lourd et les scénaristes se tournent alors vers un autre méchant, Bane. Pour l'incarner, le réalisateur fait appel à Tom Hardy qu'il a déjà dirigé dans Inception. Le retour de Christian Bale, Michael Caine et Freeman est rapidement acté. Souhaitant intégrer un clin d'œil à un nouveau personnage pouvant prendre la succession de Batman, le policier Blake arrive incarné par Joseph Gordon-Levitt. Débarque aussi Marion Cotillard, les retours de Cillian Murphy et Liam Neeson. Des documents tournent également sur le net signalant la présence de l'homme mystère qui sera incarné par Jim Carrey qui souhaite faire oublier sa performance précédente dans le rôle. Une fois le nom de l'acteur écarté, on parle d'un intérêt de Leonardo DiCaprio. Puis finalement de Robin Williams qui se propose lui-même pour mettre le costume. Au final, le personnage n'est même pas dans le film. Parce qu'au final, 2h45 de film sur plus de 3h tournées qui se retrouvent sur les écrans. Et des défauts, il en a. Sur plus de personnages, passages verbeux, twist pas très bien amené, le film aurait pu être raté. Heureusement, d'excellents acteurs et une véritable volonté d'ancrer le mythe de Batman dans un univers moderne et conscient, Bane devient terroriste nucléaire. Et cela y arrive parfaitement, et malgré cela, le costume ne dépareille pas, et la puissance du symbole qu'il est devenu, du symbole d'espoir, est parfaitement mis en avant par le réalisateur. Car au final, on le voit peu, mais sa simple évocation suffit à donner de la force aux citoyens de Gotham, à leur permettre de s'en sortir, ou tout du moins de tenter de le faire. Alors, on peut lui trouver tous les défauts du monde, ça reste un excellent Batman. Le plus faible et le plus bancal de la trilogie, mais en comparaison de la concurrence, il a une ambition folle et le traduit du mieux possible. Je refuse de vous enterrer. J'ai enterré assez de Wayne comme cela. Ces gens, vous ne leur devez plus rien. Vous leur avez déjà tout donné. Tout. Pas encore. Ma mère m'a toujours dit de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. C'est pas une voiture. Et lorsque DC décide de créer son univers, ils font appel à Christopher Nolan pour le porter. Et c'est donc à lui que va revenir la charge de choisir un réalisateur pour Man of Steel, en plus de produire le film. Il hésitera avec Ben Affleck ou plusieurs grands noms, mais finalement choisira Zack Snyder. Reste qu'il sera bien présent à la production et s'impliquera énormément dans celle de ce Man of Steel, qui sortira en 2013. Si la critique n'a pas été tendre avec The Dark Knight Rises, cela n'a empêché personne d'attendre avec une impatience folle Interstellar, le film de Christopher Nolan qui sort en 2014. À la photographie, au scénario, on retrouve Christopher Nolan et Jonathan Nolan. À la photographie, Hoyt van Hoytema, Wally Pfister étant parti réaliser son propre film. Et au casting, Matthew McConaughey, Anna Thaoué, Michael Caine, Jessica Chastain, Mackenzie Foy, Ellen Bernstein,
Casey Affleck, Timothée Chalamet, Matt Damon, Wes Bentley, John Lithgow, Topher Grace, David Oyelowo. Bref, une belle petite équipe pour concrétiser un projet qui était destiné au départ à Steven Spielberg. Celui-ci ayant fini par lâcher l'affaire, Christopher Nolan récupère le scénario de son frère, le modifie un peu et sort son propre film. Et si on ne saurait parler d'œuvres parfaites et que le rejet de certaines personnes semble logique, il n'en demeure pas moins un excellent film, voire plus. Interstellar, ça met Matthew McConaughey dans la peau d'un ex-pilote de la NASA revenu travailler sur Terre, ou plutôt la Terre, sur une planète Terre condamnée à voir toute sa faune mourir, humain compris. Et il va se retrouver embarqué dans une aventure l'amenant loin dans l'univers à la recherche d'une planète colonisable. À partir de Speech, Christopher Nolan développe un véritable voyage spatial tout en ne négligeant pas la dimension humaine de son projet, proposant certaines des séquences les plus belles, autant émotionnellement que visuellement, rarement vues au cinéma. Une performance qui doit aussi à un casting parfait de bout en bout et un désir du réalisateur de n'utiliser les CGI que lorsque c'était nécessaire. Pas de vieillissement numérique donc. Par moments ça peut donner des scènes étrangement rétro, mais ça fonctionne parfaitement. En presque 3 heures, on a donc réellement l'impression de vivre une grande aventure. On voudrait être à la place de Cooper et pourtant on n'aimerait pas être à sa place. Un sentiment étrange mais qui tend tout le film et sa vision de l'humanité. Une vision qui se termine sur une belle note d'espoir qui elle aussi semble parfaitement à sa place. Nolan l'a dit lui-même, sa paternité a donné au film une tournure différente et on ne peut qu'apprécier cela parce qu'on n'en sort pas indemne. Ces prouesses font notre plus grande fierté. Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au port pour la dernière fois. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons des pionniers et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Car notre destin s'étend au-dessus de nous. Je vous disais que Wally Pfister était parti mettre son propre film en scène. C'est Christopher Nolan qui le produit et c'est le film Transcendence, un film qui aura quand même déçu pas mal de monde. C'est moins connu, mais en 2015, Christopher Nolan réalise un nouveau court-métrage nommé Quai, en référence au frère Quai dont il va parler pendant à peu près 8 minutes. Alors c'est très court, c'est un court-métrage, c'est pas forcément un film événement, qui a quand même eu le droit à une avant-première malgré tout. Récemment en lumière le travaux des frères jumeaux Stephen et Timothy Quay qui réalisent des films d'animation. C'est un film qui est intéressant, qui se trouve facilement sur YouTube, qui se regarde gentiment, mais bon, en 8 minutes on n'a pas forcément le temps de dire tout ce qu'il y a à dire. Donc c'est sympathique, ça se regarde, mais ça va pas chercher bien loin. Continuant sur sa lancée, il produit en 2016 Batman vs Superman, l'aube de la justice, un film qui mérite bien mieux que sa réputation initiale d'ailleurs. Et l'année suivante, en 2017, sort Dunkerque. Dunkerque, c'est un film qui était attendu, c'est surtout le premier film de guerre de Christopher Nolan. C'est un film qu'il a réalisé et écrit. À la musique, on retrouve Hans Zimmer, à la photographie Han Voinitema une nouvelle fois. Mais surtout à la musique, Hans Zimmer propose une partition tout à fait nouvelle, qui ne fait pas ce qu'il a fait dans les autres films de Nolan. Au casting, on trouve Fionn Whitehead, Harry Styles, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, des noms peu connus, mais à côté d'eux, on va trouver James Darcy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy de nouveau, Mark Rylance, Tom Hardy. Et on retrouve même évidemment Michael Caine, qui fait une voix. On croise même de nouveau John Nolan. Alors j'avais peur que le style du film le fasse tomber dans le déjà-vu, et puis il se trouve que... Alors c'est difficile de revenir sur le scénario du film, ça revient sur l'opération Dynamo, et ça cherche pas à suivre un personnage. Le but c'est de plonger le spectateur dans le film, de le prendre dès l'introduction et de ne plus le lâcher.
On démarre directement dans le vif du sujet et au fil du film, on va suivre 3 fronts, la jetée, la mer et les airs. Et de scène en scène, on passe de l'un à l'autre, et sans connaître les personnages, on entend à peine leur prénom, on finit par nourrir un certain attachement. Et par leur biais, un attachement à tous les soldats qui risquent de se faire tirer comme des lapins. Et le pari de Nolan est réussi, du début à la fin, on est pris dans cette évacuation sans jamais en sortir. Alors, peu de dialogue, une nappe musicale qui supporte tout le film, un casting sans fausse note qui nous empêche de se sentir jeté du film. Si le film est probablement impressionnant en IMAX, j'ai pas eu l'occasion de le voir dans ce format, ceci dit, mais je doute pas que l'expérience soit à vivre. Mais même dans une salle classique, il faut voir ce film en salle de toute façon. Reste un mystère, les critiques se sont retournées contre la deuxième moitié du film, jugée pleine de bons sentiments et de violons. Bon, j'en ai vu que pendant les 5 dernières minutes, mais pas tant que ça, c'est assez incompréhensible. Reste que Dunkerque, c'est surtout une expérience à vivre. Il faut se rendre dans la salle, il faut être entouré de cette musique, entouré de ces images. Et c'est presque plus justement une expérience qu'un film, mais une expérience extrêmement réussie. Ils ont réquisitionné les bateaux civils. Les bateaux civils? Il nous faut des destroyers. Où est-ce qu'on va? À Dunkerque. J'y retourne pas. Y aller, c'est mourir. Vous êtes des plaisanciers, nom de Dieu, pas la Royal Navy. Vous devez rentrer chez vous. On ne se dérobe pas à ça, fiston. On a un boulot à faire. Virez de bord! Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les pistes d'aviation. Jamais nous ne nous rendrons. Jamais nous ne nous rendrons. Jamais nous ne nous rendrons. Qu'est-ce qu'ils foutent, nos aviateurs? Toujours en 2017, Christopher Nolan produit également Justice League. Et en 2020, en pleine pandémie de Covid, pleine crise sanitaire, les cinémas ont le droit à une courte réouverture qui va permettre à Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan extrêmement attendu, de sortir en salle. Autant dire tout de suite, le film sera un bid commercial, de par les restrictions sanitaires imposées, de par tout un tas de situations qui font que le film va se planter. Le film va aussi être assez mal reçu par le public, qui va aller chercher la petite bête au réalisateur. Pourtant, on y retrouvait à la photographie Hoyt van Hoytema une nouvelle fois, au scénario une nouvelle fois Christopher Nolan, comme à la réalisation. Il y avait de quoi faire, a priori. Et le casting, on va pas l'oublier, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Michael Caine évidemment, Aaron Taylor Johnson, Fiona Dourif, Himesh Patel ou encore Clémence Poissy sont présents. Il y avait largement de quoi faire. Mais le résultat est-il à la hauteur des énormes attentes? Et bien comme on l'a vu, oui et non. Tenet suit un personnage que l'on nommera, comme il le fait, le protagoniste. Et celui-ci va se retrouver au cœur d'une intrigue qui semble dépassée. Une fois recruté, on lui parle d'une fin du monde à éviter. Par une 3e guerre mondiale? Non, par l'inversion. Je vous avoue que les premiers pas dans le film furent compliqués. Le film démarre dans une scène d'action et va ensuite enchaîner les petites scénettes et j'ai trouvé la mise en place un peu lourde. Pas parce qu'elle était trop longue, plutôt l'inverse, comme si Nolan n'avait pas su comment démarrer le film et expliquer le concept de l'inversion, et donc le jeu sur l'entropie des objets. Contrairement à ce que j'ai pu lire, aucun master en physique n'est nécessaire pour aller voir le film. Quelques bases peut-être, mais pas beaucoup plus. Et le film ne regorge pas de dialogue pompeux ou explicatif sur le sujet, c'est expliqué très rapidement et comme à l'habitude chez le réalisateur, c'est par l'application des concepts qu'on les comprend, comme les personnages. Alors oui, dans ce cas précis, ça manque parfois un peu de clarté, mais on s'en sort tout de même. D'autant qu'au-delà du concept, les films assurent sur bien d'autres points, dont celui du divertissement pur. Parce qu'avec un tel concept, il fallait être capable d'assurer sur les scènes d'action, et avec certaines idées, le film propose des scènes qui en termes de montage sont absolument bluffantes. Le jeu sur la temporalité est hallucinant, et cela il le doit aussi à un casting génial de bout en bout, même dans les rôles secondaires. Bon, à un moment, il y a un figurant qui en a visiblement pas grand chose à foutre du film, mais on va passer. Et on pourra pas oublier de mentionner le travail sur le son, clairement impressionnant lui aussi, et ce dès la première scène qui nous met directement dans le bain. Alors non, tout n'est pas parfait. Techniquement, c'est nickel, fou, carrément renversant, au sens propre comme au figuré. Mais le scénario a du mal à démarrer, à se lancer. Mais une fois lancé, on se laisse entraîner dans ce film totalement James Bondien en mode SF. Et on sort avec l'envie de le revoir pour rechercher les petits détails. On pourra aussi regretter que le personnage principal ne soit que fonctionnel, qu'il n'ait pas d'histoire, pas de passé. Mais cela colle avec une phrase lancée en fin de film et qui a des implications importantes. Donc si Tenet n'est pas le chef-d'œuvre de Nolan, Inception par exemple était beaucoup plus maîtrisé, il n'en demeure pas moins une vraie réussite. Comment aimeriez-vous mourir? Vieux.
n'avez pas choisi le bon métier. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Vous voulez écraser un avion? Mais pas depuis les airs, arrêtez de dramatiser. Bon, un avion de quelle taille? Ce point-là est légèrement dramatique. Comme on l'a vu tout au long de ce retour sur la carrière de Christopher Nolan, le réalisateur a peu de ratés réels. Il a des films un peu moins réussis, Following ou The Dark Knight Rises, mais il essaye toujours non seulement de jouer sur le temps, mais de jouer aussi sur les surprises, le tout avec une maîtrise technique absolument parfaite les 3/4 du temps, et il arrive à aligner des castings absolument incroyables. Chaque projet de Christopher Nolan est attendu avec impatience, et même s'il se rate parfois, même s'il pourra se rater dans le futur, on attendra encore longtemps ces nouveaux films, ne serait-ce que pour les analyser, pour essayer de les comprendre, et en espérant découvrir les nouveaux concepts qu'il va pouvoir mettre en place. Voilà, je vous laisse laisser votre avis sur le réalisateur en dessous de la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous.